En 1982, la vallée du Green River est frappée par une série de disparitions qui vont marquer des dizaines de familles et obséder la police pendant plus de 20 ans. Voici l'histoire du Green River Killer. Tout commence à Seattle. En juillet 1982, une adolescente de 16 ans disparaît et est retrouvée une semaine plus tard, le 15 juillet, par des jeunes se baladant en dessous du pont Maker Street à Kent, dans l'état de Washington. Ayant aperçu quelque chose de bizarre flottant sur l'eau, ils décidèrent d'aller jeter un coup d'œil. Ce qu'ils allaient découvrir allait les choquer à jamais. Attachés et enroulés dans un sac poubelle, ils aperçoivent des cheveux sortant du sac. C'était bel et bien Wendy Lee Caulfield, jeune fille qui avait disparu une semaine plus tôt. Son meurtre allait marquer le début d'une longue série de meurtres entre 1982 et 2000. Wendy était une adolescente comme les autres, étudiante, pleine de vie. Elle avait quelques soucis avec la justice, mais comme beaucoup de jeunes à cet âge-là, elle travaillait en tant que prostituée. C'était une jeune fille un peu perdue. Elle n'imaginait pas que sa vie allait prendre fin de façon brutale. Son meurtre fut le premier indice que quelque chose d'inquiétant se cachait dans les rues de Seattle. Gary Ridgway commença à choisir ses victimes avec soin. C'était souvent des jeunes femmes vulnérables ou prostituées et faciles à approcher. Son mode opératoire était simple, il les attirait dans sa voiture, les étranglait puis déposait leur corps dans des lieux isolés autour de Seattle, où il les jetait dans la Green River, d'où son surnom Green River Killer. Le corps de Wendy aurait été déposé aux alentours de Seattle, qui aurait ensuite flotté jusqu'au sud de Seattle dans un petit village qui s'appelle Kent. Là, je vous ai fait un petit dessin pour que ça soit plus représentatif de où le corps aurait été déposé et où il a été retrouvé au sud de Seattle. Les corps s'accumulèrent dans la région de Seattle. La police pensa au départ à des disparitions isolées, mais c'était loin d'être le cas. Gary aurait opéré pendant plus de 20 ans sans qu'on ne le soupçonne de quoi que ce soit. Il a bien été interrogé à plusieurs reprises, mais il arrivait toujours à dissimuler sa culpabilité et il serait même passé au détecteur de mensonges, mais rien de concluant. Seconde victime. Le 17 juillet 1982, soit 9 jours après la découverte de son premier meurtre, il récidive et tue une seconde prostituée de 17 ans, Giselle Ann Lovorn, dont le corps sera retrouvé le 25 septembre 1982, soit plus de 2 mois après les faits, près de l'aéroport de Seatac. Le même mode opératoire, elle était nue et a été étranglée et violée. Troisième victime. Debra Lynn Bonner était la troisième victime connue du tueur parce que oui, il a dû y en avoir bien d'autres. Elle était également travailleuse du sexe au moment de sa disparition. Elle essayait de changer de vie, elle payait des amendes pour des arrestations passées, prenait fréquemment des nouvelles de ses parents, elle rêvait au moment des faits de rejoindre la marine, l'US Navy. Quelques jours avant sa disparition, elle a dit à une amie qu'elle essayait d'échapper à un petit ami violent. Debra a été vue pour la dernière fois le 25 juillet 1982 quittant un motel sur la Pacific Highway Suite pour exercer son travail de travailleuse du sexe. On ne sait pas ce qui lui est arrivé ensuite. Elle a également été retrouvée flottante dans la fameuse Green River. Un employé a aperçu quelque chose de suspect et a immédiatement prévenu les autorités qui ont tout de suite fait le rapprochement entre ces affaires. Ce n'est qu'au fil du temps, des preuves médico-légales et des similitudes dans le modèle opératoire que la police commence à suspecter un serial killer dans la région de Washington. L'enquête a souffert de nombreux obstacles. Victimes souvent marginalisées, témoignages limités, technologie peu avancée, les ressources furent insuffisantes face à l'ampleur du phénomène. Les enquêteurs ont recours au profilage, à des patrouilles ciblées et à des opérations d'infiltration. Mais malgré les soupçons, le tueur continue. Les familles réclament des réponses. Au fil des années, plusieurs suspects sont brièvement interrogés. Certains indices s'avèrent insuffisants pour une inculpation solide. Le tueur continue de frapper et la pression médiatique monte. 3 autres meurtres auront lieu la même année, en 1982, marquant le début de l'affaire du tueur. Ridgway revient à de nombreuses reprises sur les lieux de certains meurtres et commet des actes de nécrophilie sur leur corps. Il montre également un grand intérêt pour les prostituées. Il fréquente un quartier de Seattle connu sous le nom du Strip, où il rencontre plusieurs de ses victimes. Ridgway éprouve à certaines reprises beaucoup de rage, même après avoir tué ses victimes. Il tente donc de brûler les cheveux de l'une d'elles, Linda Jane Rull. En octobre 1984, le tueur en série Ted Bundy propose ses services aux enquêteurs. Keppel et Recher se rendent plusieurs fois en Floride pour aller interroger Bundy dans le couloir de la mort de la prison de Stark, afin de mieux cerner la psychologie du tueur de la Green River. En avril 1987, Ridgway faisait partie d'une liste de suspects ayant été aperçu discutant avec une des victimes. Il a arrêté de tuer pendant plusieurs années après une perquisition, bien qu'aucune preuve ne fût trouvée contre lui. Les policiers découvriront en tout 40 corps de femmes ou adolescentes entre 1982 et 1988, ainsi que 2 autres en 1991 et 1998. À ce moment-là, Ridgway est toujours insaisissable.
lorsqu'en 2001, les progrès de la technologie relancent l'enquête et permettent d'identifier l'ADN de Rick Dway. Rick Dway est arrêté le 30 novembre 2001 en sortant d'une entreprise appartenant à Kenworks. Bien qu'il nie les faits, il est accusé de 48 meurtres et incarcéré au pénitencier de l'État de Washington. Après avoir nié, Rick Dway explique aux inspecteurs qu'en ayant des relations sexuelles sur les corps de certaines de ses victimes, il n'avait pas à payer pour le sexe. Il reconnaît qu'il montrait parfois des photos de son fils pour apaiser la méfiance des jeunes femmes qu'il comptait tuer. Lors de son procès en novembre 2003, ses avocats ne plaident pas la folie pour Gary, bien qu'il ait montré des signes de personnalité antisociale pendant son enfance et qu'il soit nécrophile. Il semble qu'en commettant ces actes, Gary Rick Dway souhaitait se débarrasser de la rage qu'il éprouvait envers sa mère. Ayant échappé à la peine capitale, il est condamné le 18 décembre 2003 à 48 peines de prison à perpétuité, sans remise de peine possible, ainsi qu'aux 10 ans supplémentaires pour destruction de preuves. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner et un petit commentaire. Allez, à la prochaine.